Bonjour Lionel, il est déjà 7h10. Allez, ouvrez les yeux, vous êtes en 2027. Ne traînez pas, vous avez une réunion à 9h ce matin. Et en 2027, Sarah s'occupe de tout. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que je vous fais livrer? Un pain au chocolat. Au regard de vos dernières données santé, je vous conseille plutôt des flocons d'avoine au lait de soja. Sarah est une assistante virtuelle qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Pour votre partie de squash, j'ai sélectionné Emmanuel. J'ai croisé vos données. Cette fois-ci, vous êtes sûr de l'emporter. Ok, Sarah. Pour votre dîner en tête-à-tête ce soir, j'ai réservé ce restaurant. Il est nouveau et déjà très bien noté. C'est parfait, Sarah, merci. Partout où vous allez, des intelligences artificielles comme Sarah anticipent vos désirs et vous mâchent le travail. Bonjour Lionel, nous allons commencer. Je vous ai préparé un compte-rendu de nos dernières réunions. Elle est pas belle la vie en 2027 avec toutes ces machines qui bossent pour vous? Merci, on range tout. Et surtout, on ne s'emballe pas. En attendant que Sarah nous change la vie, c'est une autre histoire qu'on aimerait vous raconter, avec moins d'effets spéciaux. Cette histoire se passe dans les coulisses des entreprises qui inventent notre futur. Il faudra juste arrêter de filmer parce que c'est des bureaux de travail en fait. Et pour l'instant, ce n'est pas exactement ce monde merveilleux où la machine est au service de l'homme. Parfois, c'est même exactement l'inverse. Dès que vous utilisez Internet, il y a des humains comme moi cachés derrière la machine pour faire croire au miracle des nouvelles technologies. Google, Facebook, Amazon, Uber, pour faire tourner leurs applications, ces géants de l'économie numérique emploient une armée de petites mains invisibles. Avec les nouvelles technologies, vous pouvez embaucher quelqu'un, le payer une misère et le virer quand vous n'en avez plus besoin. Des travailleurs jetables et sous-payés. Les bons jours, je peux gagner jusqu'à 5 $ de l'heure. Les mauvais jours, ça peut descendre à 10 cents. Vous avez le droit de payer moins que le salaire minimum? Je suis pas sûr de vouloir répondre à ça. Pendant que des millions d'hommes et de femmes entraînent des intelligences artificielles pour des sommes dérisoires, d'autres sont embauchés pour nettoyer les réseaux sociaux à l'abri des regards. On vous a prévenu. Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez sur ce projet, ok? Nous sommes entrés dans la peau d'un nettoyeur du web en nous faisant embaucher comme modérateur de contenu pour Facebook. Oh putain. Il se fait décapiter le mec. Oh putain. J'ai vu des choses qui resteront en moi pour toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pour rencontrer ces nouveaux prolétaires cachés derrière vos écrans, nous vous emmenons dans la fabrique du futur, le secret le mieux gardé de la nouvelle économie. C'est comme une usine de saucisses. Ils ne veulent pas qu'on vienne fouiner pour voir comment on fabrique les saucisses. Pour percer les mystères de l'intelligence artificielle, bienvenue sur la côte ouest des États-Unis. À San Francisco et dans la Silicon Valley, le laboratoire du monde de demain. C'est le berceau de tous les géants de la high-tech, des marques comme Apple, Facebook, YouTube, Uber, Netflix et Google. Nous avons rendez-vous chez Figure 8, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui travaille notamment pour Google. Le patron, Lucas Bivald, nous a réservé sa matinée. Voici Lucas. Bonjour Lucas, enchanté. Merci d'avoir accepté de nous voir. Je sais que vous avez un emploi du temps serré. À 38 ans, ce diplômé de Stanford est déjà passé par Microsoft et Yahoo avant de créer sa boîte.
le temps d'installer le micro. Petite visite express des locaux en mode start-up californienne. Là, c'est l'employé le mieux habillé de la boîte. Cool et détendu. Et lui, c'est sûrement notre employé le plus mal habillé. Vous jouez au baby-foot? Je pense que je m'en sors vraiment pas mal. Voici notre coin cantine. C'est là que j'aime bosser. Vous voyez mon café refroidi. Et dans le hall d'accueil, l'impressionnant tableau de chasse. Voici quelques-uns de nos clients avec ce qu'on a fait pour eux. Voilà Twitter. On les a aidés à nettoyer leur réseau et à supprimer des profils indésirables. Vous connaissez American Express? Ouais. Ça existe en France? Oui. Je suis très fier d'avoir travaillé pour une boîte comme Tesco, les supermarchés. On les a aidés à améliorer leur moteur de recherche pour que les gens puissent trouver ce qu'ils cherchent. Je ne vois pas Google. Non, tu sais toi pourquoi il n'y a pas tous nos clients ici? Pour être honnête, on ne pouvait pas tous les mettre, ça faisait trop. Voici Monsieur Brown de la communication. Mais c'est un bon échantillon. À la fin de la visite, le patron nous explique pourquoi ce nom énigmatique, Figure 8. On a choisi Figure 8 comme le chiffre 8, car pour nous, cette société, c'est comme une boucle avec ses deux parties. D'un côté, la partie humaine pour la labellisation, et de l'autre, le machine learning qui apprend et s'améliore grâce aux humains. C'est un aller-retour permanent. C'est une boucle magnifique, où chacun apporte ce qu'il fait de mieux, les humains et les algorithmes. Grâce à nous, il y a une interaction des deux, et c'est pour ça qu'on s'appelle Figure 8. Pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle a besoin des humains pour fonctionner. Allez, on arrête de rigoler et on sort l'ordinateur. Voilà un bon exemple. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui veulent faire des voitures autonomes. Tesla, par exemple. Ils construisent un système pour que les voitures conduisent toutes seules. Mais bien sûr, c'est important que ces voitures n'écrasent pas les piétons. Vous voyez ça, c'est ce que voit la caméra de la voiture. Il est important que la voiture puisse identifier un piéton sur cette image. Et pour ça, il faut montrer aux voitures où sont les gens sur ces images. Petite parenthèse travaux pratiques pour voir comment ça marche. Si vous voulez apprendre à une voiture ce qu'est un piéton pour l'entraîner à conduire toute seule, il faut qu'un humain comme vous et moi identifie des piétons sur des photos. Et ça, des milliers. Et même des millions de fois. Ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. C'est là que Figure 8 intervient en faisant faire ce travail par de vraies personnes rémunérées pour ça. Leur travail, c'est de voir toutes ces images prises par la voiture et de dire où sont les gens dessus. Et ils sont payés pour ça? Oui, ils sont payés pour entourer les gens sur les images. Combien? Vous savez, pour ce boulot-là, je ne suis pas trop sûr, mais ça peut tourner, je ne sais pas, moi, autour de 10 centimes par image. Qui fait ce travail? Vous avez des salariés qui font ça à Figure 8? Nous travaillons avec des entrepreneurs indépendants. Que voulez-vous dire par entrepreneur indépendant? Des gens qui se connectent sur notre site et qui veulent faire ça. Combien de personnes travaillent comme ça pour vous? Vous voulez dire comme ça, comme travailleurs? Oui. Vous savez, ce sont des gens qui viennent et repartent comme ils veulent. Je dirais environ 100 000 personnes qui travaillent régulièrement pour nous tous les jours. Mais il y a aussi des millions de personnes qui se connectent de temps en temps pour faire une seule tâche. Et où vivent ces gens-là?
Ils vivent dans le monde entier, aux États-Unis et partout dans le monde. Qui sont ces millions de personnes dans le monde payées pour nourrir des intelligences artificielles? Pour rencontrer ces entrepreneurs indépendants, comme on les appelle chez Figure 8, nous quittons la Silicon Valley pour aller à 900 km au nord de San Francisco, dans l'Oregon. There we are. Ah, success. Jared Mansfield s'est inscrit sur Figure 8 il y a 3 ans. Depuis, il passe plusieurs heures par semaine sur le site. Tous les jours, on lui propose une liste de tâches qu'il peut réaliser pour de l'argent. Par exemple, entraîner un moteur de recherche. Là, vous avez un exemple. La requête, c'est ravioli au fromage. Les 2 réponses qu'on vous propose, c'est pâtes bio au fromage ou pâtes à réchauffer au micro-ondes. Comme ce ne sont pas des raviolis, je dois répondre qu'aucune des 2 réponses n'est pertinente. Ça sert à quoi de faire ça? À mon avis, c'est pour améliorer un algorithme. Comme ça, quand quelqu'un va sur son ordinateur et cherche un produit, l'algorithme lui propose quelque chose qui correspond vraiment à sa recherche. Pour 10 réponses, Jared touche moins d'1 centime de dollar. Pour avoir une idée de ce que ça peut rapporter, on le laisse travailler 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, il répond à 180 questions. Vous avez gagné combien? 15 centimes. Pour combien de temps? Une demi-heure. Ce qui fait donc 30 centimes de l'heure? Ouais. Ce qui n'est pas un salaire décent pour vivre, c'est sûr. Mais ils ont le droit de faire ça? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est moi qui viens les voir pour gagner quelques centimes sur ce site. Il n'y a pas de contrat entre eux et moi. Pas de contrat, pas de salaire, pas de minimum garanti. Pour ces travailleurs de l'ombre, payés pour alimenter des logiciels et des robots, une seule règle, celle de l'offre et de la demande. De temps en temps, je me dis que je fais partie d'une classe de travailleurs invisibles. Une nouvelle classe de prolétaires, éparpillés partout dans le monde. Et tous ensemble, on entraîne des machines qui vont finir par faire le job et nous remplacer. Jared est philosophe. Il peut encore se le permettre. Pour gagner sa vie, il a un vrai travail. Il vend du poulet dans ce supermarché pour un peu plus de 1 500 $ par mois. Figure 8, c'est juste en plus, pour se payer des extras. En quittant Jared et l'Oregon, nous nous inscrivons nous aussi sur Figure 8 et nous profitons de notre périple américain pour entraîner des intelligences artificielles. Sur la page d'accueil du site, on nous propose de petites tâches, à 1, 2 ou 12 centimes de dollars. Nous choisissons d'abord celle-là, entourer des objets sur des images. En respectant les consignes, il nous faut plusieurs minutes pour entourer 10 objets et toucher 2 centimes. Dans la liste des tâches, Figure 8 propose aussi d'évaluer des réponses de moteurs de recherche, comme le fait Jared, ou d'écouter des conversations pour dire si la personne enregistrée est un homme ou une femme et si elle parle anglais. Hi, is James there, please? Nous travaillons des heures sans jamais dépasser 30 centimes de l'heure. Difficile d'imaginer qu'à ce prix-là, certains en ont fait un emploi à temps plein. Nous sommes dans le Maine, sur la côte est des États-Unis, près de la frontière avec le Canada.
Nous avons rendez-vous avec l'une de ces petites mains invisibles du net, la partie humaine dans la boucle de Figure 8. Elle s'appelle Dawn Carbone, elle a 46 ans. Bonjour. Hello. 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 Enchantée! Merci pour votre accueil. Je n'avais jamais vu autant de neige. Et encore, vous avez de la chance, on a eu une grosse tempête la semaine dernière. C'est dans cette maison que Dawn élève seule ses 3 enfants. Voilà à quoi ressemble un logement social ici dans le Maine. C'est pas si mal. C'est ici qu'elle vit et qu'elle travaille, toute la journée connectée sur le site de Figure 8. J'allume mon ordinateur juste avant 7 heures. Je fais les premières tâches. J'arrête à 15 heures et je reprends après 21 heures. Ça fait 8 heures par jour minimum. Vous voyez, je fais pas ça à moitié. Là, on peut voir que j'ai fait 6445 missions en tout. Depuis quand? 3 ans. Regardez, il y a 3 niveaux. Quand vous commencez chez Figure 8, vous êtes au niveau 0. Il faut répondre à plein de questions en faisant le moins d'erreurs possible. Et ensuite, vous passez au niveau 1. Et au niveau 3, vous pouvez avoir accès à tous les boulots proposés par Figure 8. Et vous êtes à quel niveau? Je suis au niveau 3. Ça fait un petit moment maintenant. Dawn est considérée comme une travailleuse performante. Figure 8 lui propose donc plus de tâches qu'à un débutant. Mais ce n'est pas forcément plus intéressant. Là, je dois entourer des gens. J'aime pas trop faire ça. Le plus difficile, c'est de trouver des tâches convenables. Et en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, ce n'est pas mieux payé. Les très bons jours, je peux gagner 5 $ de l'heure. Et les mauvais jours, ça tourne autour de 10 cents. J'ai eu de très bons jours, jusqu'en février. Vous pensez que c'est une rémunération correcte pour ce que vous faites? Non. Non. Non, pas du tout, non. Mais je vis dans une région isolée. Il y a beaucoup de neige et très peu d'emplois. C'est ça qui me permet de gagner un peu d'argent et en restant chez moi. Dawn préfère travailler à la maison parce que sa plus jeune fille, Jane, est autiste. Et quand elle rentre de l'école à 15 h, Dawn veut être là pour s'en occuper. Ça a été? Bonne ou mauvaise journée? Bonne. Vraiment? Avec son autisme, je dois être prête à sauter dans ma voiture à n'importe quel moment pour aller la chercher à l'école. Ça peut arriver une fois dans la semaine, ou pas du tout, ou 3 fois dans la semaine. Ça m'oblige à être disponible tout le temps, ce qui ne serait pas possible avec un vrai job. Dawn touche 750 $ d'aide sociale tous les mois. Pour payer toutes les factures, ce n'est pas assez. C'est pour ça qu'elle s'est inscrite sur Figure 8. En travaillant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, elle nous dit gagner en moyenne 250 $ par mois sur le site. Mais sur Figure 8, quand on s'appelle Dawn ou Jared, on ne négocie pas. Si on refuse le boulot, il y a toujours quelqu'un d'autre pour le faire. Ces travailleurs fantômes, disponibles dans le monde entier,
C'est peut-être le secret de la bonne humeur de Lucas Bivald. Mais il n'est pas le seul sur le créneau. Sur Internet, d'autres entreprises proposent ce genre de tâches répétitives et sous-payées. Les plus importantes, Clickworker et surtout Amazon Mechanical Turk, une plateforme du géant Amazon et de son patron Jeff Bezos, l'inventeur du concept en 2005. Appelez ça du micro-travail. Le micro-travail, un phénomène qui inquiète jusqu'à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'agence de l'ONU chargée de défendre les droits des travailleurs dans le monde. Bonjour Janine, merci pour votre temps. Janine Berg est la spécialiste du sujet à l'OIT. Elle nous répond par Skype. Avec la mondialisation, on a vu l'apparition d'une main-d'œuvre globale dans le secteur industriel. Là, c'est l'étape d'après. C'est le secteur des services qui a réussi à diviser le travail en toutes petites tâches qu'on peut distribuer à des travailleurs partout dans le monde. Ils sont tous en concurrence pour faire ce boulot. Et c'est ce qui permet de baisser les salaires. Et ça a été rendu possible grâce au progrès de la technologie. Pour les employeurs, ça coûte pas cher. C'est surtout ça l'avantage. Dans son rapport, Janine Berg a calculé que les micro-travailleurs gagnent en moyenne 3,31 $ de l'heure, sans aucun droit en contrepartie. Cette précarité extrême, c'est la clé du modèle de Lucas Bivald. Après des mois d'enquête, nous trouvons cette vidéo enregistrée en 2010 avec cette phrase qui résume sa vision des relations sociales. Tout l'intérêt d'Internet et des nouvelles technologies, c'est que vous pouvez embaucher quelqu'un très facilement, le faire bosser pendant 10 minutes, le payer une misère et le virer quand vous n'en avez plus besoin. 10 ans plus tard, puisqu'il est en face de nous, nous voulons savoir s'il pense toujours la même chose. Mais quand on commence à parler conditions de travail, il est beaucoup moins drôle, le patron de Figure 8. Vous avez une idée de ce que gagnent les gens qui travaillent pour vous, leur revenu horaire moyen? Ça dépend vraiment de la tâche qu'on choisit de faire. Et c'est difficile de mesurer le temps de travail sur Internet parce que les gens peuvent se connecter au site sans être forcément en train de travailler. Donc je ne sais pas. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, les gens qui travaillent sur des sites comme les vôtres gagnent en moyenne 3,31 $ de l'heure. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous payez? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez payer moins que le salaire minimum américain? Oui, c'est possible. Donc c'est légal? Je suis pas sûr de vouloir répondre à cette question. On peut parler d'autre chose? On avait parlé d'une conversation sur l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est la même chose. On veut aussi parler des travailleurs et poser des questions là-dessus. Oui, mais je l'ai préparé pour une discussion sur l'IA, pas sur le travail. Vous savez, je pense qu'on devrait... J'ai pas envie de faire ça, en fait. On pourrait trouver quelqu'un d'autre pour répondre à ces questions. Vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet? Non, pas vraiment. En fait, vous avez raison, ça fait partie du sujet, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on avait prévu sur l'IA. Nous n'avons pas le temps de sortir les archives. Lucas Bivald part sans nous dire au revoir et nous laisse seuls avec le directeur de la communication. Une dernière chance de poser des questions sur la façon dont la société traite ses entrepreneurs indépendants, comme on dit ici. En travaillant sur le sujet, j'ai découvert que beaucoup de travailleurs se plaignaient d'avoir brutalement perdu leur compte. Malheureusement, c'est moi qui vais devoir partir maintenant. Il est 11 heures. Donc vous ne voulez pas parler des humains dans la boucle? Ce n'est pas mon rôle. Je pense qu'on en a fini, là. On parle de l'IA, mais pas des humains. C'est ce que nous avions préparé. Désolé. C'est dommage. Pour avoir les réponses à nos questions sur Lucas Bivald et sa conception des relations sociales, il faut tenter autre chose.
Le jour où le patron de Figure 8 a fait sa déclaration sur les travailleurs jetables, il y avait d'autres entrepreneurs à ses côtés et une chercheuse, Lily Irani, juste à droite. Dix ans après la conférence, c'est au sud de Los Angeles, dans la Californie des séries télé, qu'on la retrouve. Lily Irani enseigne à l'université de San Diego. Et l'une de ses spécialités, c'est la culture du travail dans la high-tech. On a de la chance, elle a une très bonne mémoire. Vous vous souvenez si quelqu'un dans le public a réagi après cette phrase assez brutale d'une certaine façon? Pour être honnête, il y a eu 0 réaction. Je me souviens très bien, après l'intervention, tout le monde est allé lui parler. Et moi, il y a juste 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir pour parler éthique et conditions de travail. Imaginez, c'est une salle pleine de gens très éduqués à San Francisco et personne n'a bronché. Comment vous expliquez ça? Les gens qui évoluent dans ces milieux, ce sont des gens qui ne se sont jamais demandé comment faire pour payer le loyer à la fin du mois, ou comment payer les factures quand on est malade. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont obligés d'accepter un job mal payé parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce qui arrive quand vous allez dans des grandes écoles comme Stanford, Harvard, dans lesquelles on vous apprend que vous faites partie de l'élite, que vous allez être un futur leader et que vous avez le pouvoir de changer le monde. Une Silicon Valley élitiste et déconnectée du reste du monde. C'est la première clé pour saisir la logique de Lucas Bivald. Mais pas la seule. Ces petites mains de la high-tech sont invisibles à cause de la nature des programmes informatiques. Quand vous êtes employeur, vous écrivez un code et vous l'envoyez sans savoir qui va faire le boulot. Les travailleurs sont juste identifiés par des chiffres et des numéros. Vous ne les voyez pas. Les développeurs et les analystes ne savent absolument pas qui ils sont. Ces travailleurs fantômes, savent-ils pour qui ils travaillent? Ont-ils déjà entendu parler de Lucas Bivald? Avec eux, nous écoutons les déclarations du patron de Figure 8 sur le travail. Avec les nouvelles technologies, vous pouvez embaucher quelqu'un, le payer une misère et le virer quand vous n'en avez plus besoin. Ils se vantent de payer les gens des centimes et au revoir? Ok, je vais commencer à m'énerver toute seule, comme quand je suis devant mon ordinateur. C'est un peu surprenant de voir de quelle façon il assume son discours sur les travailleurs. En fait, non, ça ne me surprend pas tant que ça. Mais c'est vraiment nul de voir ça quand on sait qu'ils peuvent payer plus. Il pourrait au moins avoir la décence de ne pas s'en vanter ouvertement. Il est clairement en train de dire, vous embauchez quelqu'un pour quelques minutes et vous pouvez le virer ensuite, sans avoir besoin de le voir. Bye bye. C'est... Le fait que ce soit le patron de la boîte qui dise que les gens sont jetables, ce n'est pas normal. J'aime pas ça. Vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas jetable, moi. Dans l'armée des petites mains invisibles cachées derrière vos écrans, il y a ceux qui alimentent des algorithmes pour une bouchée de pain. Et tous ceux qui sont chargés de faire le ménage, et dont on va maintenant vous parler. Les nettoyeurs des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Ceux dont on ne parle jamais dans les présentations bien lisses des patrons de la Silicon Valley. J'ai commencé à créer un service pour mettre l'homme au cœur de la technologie. Parce que ce sont les relations entre humains qui comptent le plus. C'est comme ça que l'on donne du sens à ce que l'on fait dans la vie. Aujourd'hui, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs,
Facebook n'a plus grand-chose à voir avec les ambitions initiales de Mark Zuckerberg, le grand patron. Entre les vidéos violentes, les appels à la haine ou les images pornographiques, il faut éliminer de plus en plus de contenu. Et ce ne sont pas toujours des robots qui s'en chargent. Là encore, il y a des humains cachés derrière l'écran. Déterminer si un propos est haineux, c'est très compliqué. Mais je suis optimiste. D'ici 5 à 10 ans, nous aurons mis en place une intelligence artificielle capable de le faire automatiquement et de comprendre toutes les nuances d'une langue. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce sont nos utilisateurs qui signalent les contenus et nous avons des gens après qui font le tri. Ces gens qui font le tri pour nettoyer le réseau, Facebook les appelle élégamment des content reviewers, modérateurs de contenu en français. Sur son site, l'entreprise reconnaît en faire travailler 15 000 dans le monde. En Irlande, au Portugal, aux Philippines ou aux États-Unis. Nous avons contacté Facebook pour leur demander un tournage avec des modérateurs de contenu. Mais l'entreprise a refusé nos demandes d'interview. Alors, pour rencontrer ces modérateurs et comprendre leur métier, nous identifions les principaux sous-traitants de Facebook pour la modération. Des multinationales comme Majorel, Cognizant ou Accenture. Et nous tombons sur cette offre d'emploi pour un modérateur chargé du marché français au Portugal. Grégoire est l'un des journalistes de l'équipe. Il a répondu à l'annonce et décroché le job. Avant de décoller, il reçoit cette proposition de contrat avec le montant du salaire. 800 € bruts par mois, à peine plus qu'un SMIC portugais. Et 7,63 € d'indemnité repas. Dans le document, Facebook n'est jamais mentionné. Même en insistant, Accenture refuse de donner le nom de son client. Et je me demandais, maintenant que je suis pris pour le job, sachant que je pars, vous pouvez me dire pour quelle entreprise je vais travailler? Non, on ne peut rien vous dire pour l'instant. On ne peut pas vous donner de nom. On n'a pas le droit de donner de nom. Pour Grégoire, c'est ici que ça se passe. Dans l'un des bureaux d'Accenture à Lisbonne. Avant de commencer, notre journaliste est convié à une réunion d'information. Ça tangue un peu, c'est normal. Il filme avec une caméra cachée. Bonjour, j'ai rendez-vous à Accenture à 9h30. Grégoire n'est pas seul. 12 personnes commencent en même temps que lui. Un autre Français, des Italiens et des Espagnols. C'est une responsable des ressources humaines qui les accueille. Bienvenue à tous. Je suis là pour vous aider dans vos relations avec Accenture. OK? Après le point administratif sur les congés ou l'assurance maladie, le petit groupe peut enfin savoir pour quelle entreprise il travaille. Mais c'est un secret. On vous a prévenu. Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez sur ce projet, OK? Le client est vraiment très exigeant. Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour Facebook. Si on vous demande, vous dites Accenture, OK? On utilise un nom de code ici dans la boîte, CEO. Donc si je parle avec des collègues d'Accenture qui ne travaillent pas sur le même projet, qu'ils demandent pour qui je travaille, je ne peux pas leur dire que c'est pour Facebook. C'est interdit et c'est totalement confidentiel. Personne ne sait qu'on travaille pour Facebook. Nom de code, clause de confidentialité et interdiction des téléphones portables. Pour 800 € par mois, Facebook vous offre une vie d'agent secret. Et si vous êtes du genre bavard, l'argument qui suit devrait vous calmer rapidement. Vous avez signé une clause de confidentialité et vous êtes obligé de la respecter. Sinon, on peut vous attaquer en justice.
Nettoyer les réseaux sociaux, c'est un peu comme laver son linge sale en famille. Il faut le faire, mais surtout on n'en parle pas. Pourquoi autant de précautions? En quoi consiste le métier? On continue avec Grégoire. Toujours en toute discrétion. Avant de devenir modérateur, Grégoire doit suivre une formation qui dure 3 semaines. Modérer des contenus pour Facebook, ce n'est pas juste supprimer des vidéos violentes ou des blagues racistes, c'est plus compliqué. Et pour l'instant, les algorithmes ne savent pas tout gérer. Pour chaque décision, il faut justifier son choix en fonction de règles très précises. C'est ce qu'on apprend pendant la formation. Dans le programme, chaque jour est consacré à un thème. Par exemple, la nudité, les images violentes ou les propos haineux. Ce jour-là au menu, c'est humour noir et mauvaises blagues. Vous supprimez la vidéo si la personne que vous voyez à l'image, donc il faut voir une personne réelle, est en train de souffrir. Si la blague est à propos d'un événement, on ne supprime pas. Il faut juste signaler le contenu. Petit exemple avec une mauvaise blague sur le 11 septembre. Qu'est-ce qu'on fait quand on se moque d'un événement? On signale. Oui, on signale. Parfait. Ça a l'air tout bête, mais des règles comme ça, il y en a des dizaines pour chaque catégorie. Pas toujours évidentes à comprendre. Prenez la nudité, par exemple. En fonction des parties du corps que l'on voit ou de leur inclinaison, le modérateur ne doit pas prendre les mêmes décisions. Vous allez mieux comprendre avec les exercices. Cette photo, Grégoire décide de la supprimer. Eh bien, d'après les règles de Facebook, il a tout faux. Explication pendant le débrief. Comme sa tête n'est pas là, il ne faut pas supprimer. Vous voyez, il a juste la tête entre les seins, mais on ne voit pas directement le contact avec le téton. Donc on ne fait rien. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tellement de mal à comprendre. Quand vous avez une photo artistique de nu et que vous voyez juste un téton, il faut le supprimer parce que le téton est découvert à 100%. Mais d'un autre côté, là vous avez une photo qui est quasi pornographique et vous la supprimez pas parce que ça ne correspond pas à vos règles. Votre problème, c'est que vous raisonnez en fonction de votre point de vue. Mais nous sommes là comme à l'école, pour apprendre des règles. Appliquer les règles de Facebook sans se poser de questions. C'est le principe numéro 1. Une philosophie qu'on vous répète à longueur de journée. Il faut des règles. Ce sont eux qui les font. Nous, on est juste là pour les appliquer et faire notre job. Quelquefois, on n'est pas d'accord, mais c'est le job. C'est leur plateforme, ce n'est pas la nôtre. Un discours qui finit par vous transformer en machine. Pedro a travaillé 6 mois comme modérateur de contenu pour Facebook chez Accenture. Il accepte de nous répondre, à condition de rester anonyme. 2 ans après avoir quitté la boîte, il se souvient toujours du côté abrutissant du travail. Si vous ne jouez pas le jeu, vous perdez votre boulot. À la fin, j'étais comme un robot. J'essayais de passer en revue le maximum de vidéos et de photos. C'était la seule chose que je pouvais faire. Je cochais les cases et j'appuyais sur la touche Entrée. Mais le plus difficile, ce qu'il n'arrive pas à oublier, c'est tout ce qu'il a vu sur son écran pendant 6 mois. Je n'étais pas préparé à ça. On ne vous y prépare pas psychologiquement. Toutes ces choses qu'on se prend en pleine figure et qu'on ne peut pas gérer, ça vous tombe dessus, c'est comme une vague. Et on ne vous demande même pas votre avis.
Si vous me donnez 1 million d'euros, même 1 milliard, je ne le referai pas. C'est pas fait pour moi. Ce que décrit Pedro, cette vague que l'on prend en pleine figure sans y être préparé, c'est exactement ce qui arrive à Grégoire. Pour lui, ça commence dès le 5e jour de formation, pendant les exercices pratiques. Putain, il va se faire démembrer le mec. Oh putain. Une succession d'images horribles. Des vidéos quelquefois insoutenables qu'il faut regarder attentivement pour prendre la bonne décision, Oh putain. selon les critères de Facebook. Oh putain. Ils sont en train de la brûler vive quoi. Oh putain. Mais sans déconner. Et sur l'écran de son voisin de bureau, les mêmes scènes monstrueuses. C'est quoi, c'est un mec qui se fait ouvrir le ventre? Excusez-moi, est-ce que je peux aller prendre un verre d'eau? Ouais, je suis pas loin de vomir. Là, je viens de prendre une pause parce que j'ai vu des corps démembrés, calcinés, des gens qui se jettent du haut de tour, pour s'écraser par terre. Et ouais, la nausée, le corps qui tremble, les mains qui tremblent, psychologiquement, c'était vraiment très dur aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours, pour Grégoire et tout son groupe. Heureusement, pour se sentir mieux, ils peuvent toujours compter sur les conseils utiles des formateurs. Si vous êtes mal à l'aise avec ce que vous voyez, s'il vous plaît, prévenez-moi, prenez une petite pause, sortez, dansez la Macarena et ensuite revenez. Si la Macarena ne suffit pas, l'entreprise a prévu des psychologues pour les modérateurs les plus traumatisés. Ah, sa mère. Oh putain. Ce jour-là, pour Grégoire, le niveau de violence franchit un nouveau seuil, avec cette vidéo de plusieurs minutes. Il se fait décapiter le mec. Oh putain. Et au moment de la pause, chacun vide son sac comme il peut, en se racontant son histoire de vidéo glauque. Il y avait cette fille avec 2 garçons et il jouait avec un flingue et d'un coup, sans le vouloir, la fille a tiré sur le garçon et lui, il s'est écroulé comme ça. Et tu vois, elle était en panique. Ah, c'est pas vrai. Sur le moment, je me suis sentie vraiment très mal, tu vois. J'étais assez triste. Et puis, au bout d'un moment, ça a fini par passer. J'ai réussi à continuer. C'est en discutant avec une ancienne modératrice passée à la formation que Grégoire réalise à quel point ce métier peut abîmer. Je peux paniquer dans la rue parce que j'ai vu tellement d'accidents, de scènes de panique. Mon cerveau fait la connexion. Donc dès que je vois quelqu'un courir dans la rue, je commence à paniquer, je supporte plus. Ah oui? Oui, c'est comme un petit syndrome de stress post-traumatique. Tu as ça? Oui. Enfin, je ne prends pas de médicaments, mais je ne peux plus voir des gens courir dans la rue. Mais tu fais toujours ça alors que tu as ce traumatisme? Pour moi, c'est important. C'est comme si je nettoyais toute la saleté du web pour que ça ne soit pas une fille de 14 ans qui tombe là-dessus. Je dois le voir, mais je sais pourquoi. Deux ans après sa démission, Pedro garde toujours un souvenir très précis de certaines vidéos. J'ai vu des choses qui resteront en moi pour toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était très intense quelquefois. Je me souviens certains jours, on était tous là, productifs, en train de bosser. Et puis d'un seul coup, quelqu'un se lève pour aller pleurer dehors. Des traumatismes qui s'accumulent, et pour lui en plus,
l'impression de ne servir à rien. Si vous voyez quelqu'un en train de se faire tuer, tout ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur le bouton « Supprimer ». Vous effacez ça de la plateforme, simplement. Et vous n'allez pas chercher plus loin. Vous ne pouvez pas appeler la police, par exemple. Vous ne pouvez jamais vous satisfaire de ce que vous faites. Vous tournez en rond comme ça. On vous bombarde avec tous ces trucs et vous devez gérer toutes ces émotions qui vous tombent dessus dans une journée, pendant 8 heures. Vous étiez combien dans votre groupe? On était 30 au début, 30. Et puis ça a commencé à diminuer. Tous les mois, il y en avait qui partaient. Maintenant, il doit en rester 3. Selon Pedro, beaucoup ne supporteraient pas et démissionneraient. Pour comprendre ce qu'il a vécu, ce que traversent Grégoire et ses collègues, nous avons rendez-vous avec un psychiatre. Le professeur Thierry Bobet est spécialiste de ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Il travaille par exemple avec les policiers qui interviennent pendant les attentats. Nous lui montrons les témoignages que nous avons filmés. Des images potentiellement traumatiques, comme celles qui sont décrites ici, peuvent avoir plusieurs effets. Chez certaines personnes, ça va être simplement des effets d'anxiété. C'est-à-dire que ça peut vous rendre anxieux pendant un certain temps, parfois de manière importante, avec des attaques de panique. Bon. Mais dans un certain nombre de cas, il peut y avoir vraiment ce qu'on appelle une effraction traumatique, c'est-à-dire que une de ces images ou certaines de ces images vont se loger au plus profond de nous et revenir nous hanter sans cesse. Et ce qui est particulier dans les troubles post-traumatiques, c'est que quand ces images reviennent sans cesse, elles produisent sans cesse chaque fois la même détresse. Et donc, c'est une détresse qui dure et qui ne s'éteint pas, si vous voulez. Nous lui parlons aussi des fameuses clauses de confidentialité imposées par Facebook. La culture du secret et l'interdiction qui est faite d'en parler à des tiers est un procédé, en fait, qui appartient au registre de ce qu'on appelle l'emprise mentale. L'emprise mentale, c'est quelque chose qui est utilisé par différents mouvements, comme par exemple les mouvements sectaires. Et ça rend d'autant plus vulnérable à des impacts traumatiques. Anxiété, traumatisme, détresse, nettoyer les réseaux sociaux peut coûter cher. Grégoire décide de mettre fin à l'expérience au bout de 2 semaines, pendant la période de formation. Au moment de partir, il reçoit sa fiche de paye, avec dessus le taux horaire. 4,62 € brut. Pour sa voisine de bureau, c'est un peu dur à digérer. Tu te rends compte? J'étais mieux payée en vendant des glaces. En vendant des glaces? Ouais. Ah, c'est dur. Après cette immersion, nous avons sollicité Accenture. Pour toute réponse, un mail lapidaire, sans aucune référence à Facebook, mais avec cette phrase. Le bien-être de nos employés est une priorité. Pour finir ce voyage chez les éboueurs du web, les petites mains invisibles derrière vos murs Facebook ou Instagram, nous avons un dernier rendez-vous. Sarah Roberts est la première chercheuse à s'être intéressée au métier de modérateur. Elle est incontournable sur le sujet. Nous la rencontrons dans l'université où elle enseigne, en Californie. Elle analyse pour nous la montée en puissance de la modération de contenu ces dernières années. On parle d'un phénomène qui atteint une ampleur et une échelle jamais vues avant. Des milliards de contenus partagés tous les jours sur Facebook, des centaines d'heures de vidéos téléchargées sur YouTube toutes les minutes, etc. Les entreprises ont dû embaucher de plus en plus de modérateurs.
Leur nombre a augmenté de façon exponentielle. Au départ, c'était une dépense quasi inexistante. Et puis, c'est devenu une charge massive pour ces boîtes. En plus, ce sont des dépenses qui ne rapportent rien. Ça n'est pas comme un nouveau produit. Il n'y a pas de retour sur investissement. Donc la façon de régler le problème a été de déplacer cette main-d'œuvre dans des pays où le travail ne coûte pas cher. C'est à ce prix-là qu'ils ont résolu l'équation. C'est pour ça que des boîtes comme Facebook font appel à des sous-traitants. Mais pour la chercheuse, ce n'est pas la seule explication. C'est évidemment pour faire baisser le coût du travail, mais c'est aussi pour créer une distance entre eux et ceux qui travaillent comme modérateurs de contenu. Pour les boîtes, c'est une façon de se déresponsabiliser, en s'éloignant géographiquement et moralement. Et puis si, dans quelques années, des modérateurs souffrent psychologiquement ou émotionnellement, ces boîtes pourront toujours dire qu'elles n'y sont pour rien, qu'elles ne sont pas responsables légalement, même si ce sont elles qui ont besoin de ce travail. Malgré ces précautions, 3 anciens modérateurs ont porté plainte contre Facebook il y a quelques mois aux États-Unis. Tous travaillaient pour des sous-traitants. Tous disent être victimes de troubles de stress post-traumatique. L'entreprise américaine a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais nous a envoyé un mail pour nous expliquer comment Facebook, avec ses partenaires, porte une grande attention au bien-être des modérateurs de contenu sur sa plateforme, qui est une priorité absolue. Pour conclure, quelques nouvelles du secteur. Pendant que les petites mains travaillent dans l'ombre, les affaires continuent pour les entreprises de la nouvelle économie. Quelques semaines après notre tournage, le patron de Figure8 a vendu sa société 300 millions de dollars. Au moins maintenant, il a une bonne raison de rigoler.